Alors, docteur Gomard, je suis chef de clinique en ophtalmologie au CHU à Strasbourg et je vais m'occuper de vous faire un cours d'ophtalmologie. Alors, les objectifs de ce cours sont multiples: connaître l'anatomie et la physiologie, connaître les différentes étapes de l'examen en ophtalmologie, et puis reconnaître les principales pathologies oculaires que sont la cataracte, le glaucome et la DMLA. Alors, on va commencer par la partie sur l'anatomie et la physiologie de l'œil. Donc, vous avez ici une photo de l'œil. On va de sa partie antérieure à sa partie postérieure. Alors, dans les informations à retenir, l'œil fait un volume de 6,5 millilitres. Sa longueur axiale est de 23 mm et sa pression intraoculaire est comprise entre 9 et 21 mm de mercure. Alors, dans les différentes structures anatomiques, donc on retrouve de la partie de l'avant à l'arrière, vous avez la cornée, qui est le capot transparent de l'œil. En arrière, la chambre antérieure avec l'iris. L'iris, c'est la zone colorée. En arrière de l'iris, vous avez le cristallin. Et puis donc dans la partie arrière de l'œil, dans les choses importantes à retenir, vous avez la rétine avec deux structures importantes que sont le nerf optique et la macula, et les couches plus externes avec la sclère et la choroïde. L'œil, la partie arrière de l'œil est remplie d'une sorte de gel qu'on appelle le vitri. Voilà, je vais redétailler ça. Alors, la cornée, donc c'est le capot transparent qui est tout devant, tout devant. Il s'agit d'un tissu qui est transparent, qui au niveau intérêt et intérêt optique, pardon, est d'assurer 2/3 du dioptre oculaire, c'est-à-dire 42 dioptries. Alors, cette cornée, elle est limitée par le limbe en périphérie. Et ce qui est important de retenir, voilà, c'est que la cornée, elle est transparente, il n'y a pas de vaisseau dans la cornée saine. Et puis, par contre, c'est une cornée c'est un tissu qui est très richement innervé. Donc, beaucoup de nerfs dans cette cornée, ce qui fait que toute atteinte de la cornée est très, très douloureuse. Voilà, donc la cornée, le capot transparent tout devant. Ensuite, vous avez l'iris. L'iris, c'est la partie colorée. Donc, ça constitue un diaphragme qui va bouger, se contracter ou se dilater. Et donc c'est par les mouvements de l'iris qu'on aura l'aspect de pupille. Alors je vous rappelle, ça c'est effectivement important à savoir, c'est qu'on parle de myosis ou de mydriase. Le myosis, c'est quand l'iris, c'est-à-dire la pupille, est très petite, et au contraire la mydriase, c'est quand la pupille est très dilatée, donc le noir est beaucoup plus large. Voilà. Et puis donc en périphérie, l'iris est limité par l'angle irido-cornéen. Voilà, donc deuxième structure importante après la cornée, l'iris. Alors, nous avons ensuite le cristallin. Alors le cristallin, là, vous avez une photo en coupe de l'œil. C'est juste, le cristallin, c'est une lentille qui est juste en arrière de l'iris. Donc c'est une lentille biconvexe, transparente, qui au niveau optique participe à 1/3 du dioptre oculaire, soit 20 dioptries. Le cristallin, il est transparent et il est déformable. Son rayon de courbure et donc sa puissance de réfraction peut être modifiée, ce qui va permettre d'accommoder, c'est-à-dire de mettre au point. Ça va permettre de mettre au point les images, ce qui explique que vous ayez une vision nette à la fois quand vous regardez au loin, mais aussi de près. Voilà, en périphérie, le cristallin, il est limité par la zonule. Et puis, donc, ça c'est pareil, c'est important à retenir, c'est-à-dire que c'est un cristallin qui s'opacifie, ça constitue une cataracte. La cataracte, c'est une pathologie du cristallin qui s'opacifie. Voilà, donc troisième structure, après cornée, iris, cristallin, on va de l'avant à l'arrière de l'œil. Alors, une structure qui est un petit peu moins connue, c'est les corps ciliaires. Les corps ciliaires, ils sont situés juste en arrière de l'iris. Ces corps ciliaires, ils ont un rôle de sécrétion de l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse, c'est le liquide qui est à l'intérieur de l'œil.
et les corps ciliaires, ils sont reliés par la zonule au cristallin. Alors vous allez un petit peu mieux comprendre sur la coupe suivante. Euh, donc vous avez en avant la cornée, lens c'est donc le cristallin, vous avez donc l'iris et puis donc sont représentés les corps ciliaires. L'humeur aqueuse est un liquide transparent, acellulaire, pauvre en protéines, qui est sécrété par ces corps ciliaires et qui va permettre de maintenir une pression à l'intérieur de l'œil. Alors, là, un schéma, toujours le même schéma avec représenter l'angle iridocornéen. Donc, dans les structures importantes, vous avez le trabéculum. Le trabéculum, c'est entre l'iris et la cornée, et ça sert à filtrer l'humeur aqueuse. Donc, l'humeur aqueuse, elle est produite par les corps ciliaires, elle va circuler dans l'œil et puis être résorbée au niveau du trabéculum. Ce trabéculum ensuite, l'humeur aqueuse qui passe dans le trabéculum va aller ensuite dans le canal de Schlemm. Et donc une anomalie sur les voies d'évacuation d'humeur aqueuse entraîne une augmentation de la pression intraoculaire. Voilà. Donc on a vu la cornée tout en avant, ensuite l'iris, la partie colorée, en arrière de l'iris, la lentille biconvexe qui est le cristallin qui est transparent, et puis sur les côtés au niveau de l'angle, donc l'angle iridocornéen, et puis les corps ciliaires. Alors là, cette fois, on passe plus en arrière. Donc vous avez la rétine. La rétine, c'est un tissu qui va recouvrir, tapisser l'intérieur de l'œil. Et c'est donc un tissu neurologique qui va transformer la lumière en signal électrique. Alors, il y a plusieurs couches, multiples couches de cellules au niveau rétinien. Au niveau de sa zone centrale, il y a une partie de la rétine qu'on appelle la macula, qui est responsable de la vision centrale, de l'acuité visuelle en fait, puisque la rétine périphérique permet d'avoir, assure le champ visuel en quelque sorte, et puis la rétine au niveau de la macula permet d'avoir la vision avec d'acuité visuelle. Voilà. En périphérie, la limite de la rétine, ce qu'on appelle l'ora serrata. Voilà. Donc la rétine, c'est la membrane qui tapisse l'intérieur de l'œil. Elle repose sur la choroïde. Donc la choroïde, c'est une des structures de la coque de l'œil, si vous voulez. Cette choroïde, elle est juste en arrière de la rétine. C'est une couche qui est très richement vascularisée et puis qui sert à apporter des nutriments et de l'oxygène à la rétine. Voilà. Et puis donc la choroïde, si on va encore plus à l'extérieur de l'œil, on retrouve la sclère. La sclère, c'est un tissu fibreux qui constitue la coque rigide de l'œil. Donc si on va de l'intérieur de l'œil vers l'extérieur de l'œil, les différentes couches, vous avez la rétine, puis la choroïde, puis la sclère. Voilà. Donc l'œil est rempli d'un gel qu'on appelle le vitré. Le vitré, donc d'un gel qu'on appelle le vitré. Le vitré, c'est un gel avasculaire, il n'y a pas de vaisseau, qui est transparent et qui est limité par une enveloppe qu'on appelle... Donc on continue, au niveau anatomique, vous avez ensuite les muscles oculomoteurs. Alors les muscles oculomoteurs, il y en a 6. 4 muscles qu'on dit droits et 2 muscles obliques. Et ces muscles oculomoteurs, ils permettent la mobilisation de l'œil dans les différentes positions du regard. Donc, vous avez 4 muscles qu'on dit droits, le droit interne, le droit externe, le droit inférieur et le droit supérieur. Et vous avez entre parenthèses les nerfs crâniens qui assurent leur innervation. 2 muscles obliques, le muscle grand oblique et le petit oblique. Le grand oblique appelé aussi oblique supérieur, le petit oblique aussi appelé oblique inférieur. L'oblique supérieur est innervé par le 4, quatrième paire de nerfs crâniens, et l'oblique inférieur est innervé par la troisième
paire de nerfs crâniens. Voilà, donc là on a vu la description anatomique d'un globe oculaire, avec dans la partie avant de l'œil la cornée, l'iris, le cristallin, et sur les côtés corps ciliaire et angle irido-cornéen. Quand on va plus en arrière, la rétine, la choroïde, la sclère. Le gel qui remplit l'œil, c'est le vitré. Et puis plus à l'extérieur, vous avez les muscles oculomoteurs qui permettent de mobiliser le globe. Alors, étape d'après, l'examen en ophtalmologie. Les motifs de consultation sont essentiellement de deux types. C'est des patients qui viennent pour une baisse de vision. Donc, dans ce cas-là, on verra l'œil peut être blanc et indolore ou peut être rouge et douloureux. Puis deuxième motif, c'est un patient qui vient parce qu'il a une rougeur à l'œil, avec ou sans baisse de vision. La première étape qui est extrêmement importante en ophtalmologie, c'est de mesurer l'acuité visuelle. Alors cette mesure d'acuité visuelle, on va la faire avec et sans correction. On va la faire un œil après l'autre et on va la faire de loin et de près. Donc la mesure de l'acuité visuelle de loin, c'est l'échelle de Monnoyer, donc c'est les lettres que vous voyez. Cette échelle, elle évalue l'acuité globalement entre 1 et 10 dixièmes, sachant que 10 dixièmes, c'est une très bonne vision. Et puis vous avez l'échelle de Parisot, qui permet d'évaluer la vision de près, et qui en fait consiste à un texte à lire de différentes tailles, et ça nous permet d'évaluer cette vision. Alors pour le Parisot, on va parler de Parisot 2, Parisot 3, Parisot 4, etc. Sachant que Parisot 2, c'est la meilleure vision. Donc un patient qui n'a pas de problème visuel, il aura une acuité visuelle de loin qui est à 10 dixièmes, puis une acuité visuelle de près qui sera à Parisot 2. Et par exemple, quelqu'un qui a une mauvaise vision, il sera par exemple à 3 dixièmes en vision de loin et un Parisot 14 en vision de près. Voilà. L'étape d'après, c'est l'examen anatomique de l'œil. Alors cet examen anatomique de l'œil, il se fait grâce à une machine, un microscope, que vous avez ici en photo à gauche. Ce microscope, en termes techniques, on parle de lampe à fente. Voilà, c'est une lampe à fente. Donc c'est un microscope qui permet de bien examiner l'œil. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la cornée. On va évaluer aussi la conjonctive. La conjonctive, au niveau anatomique, on n'en a pas parlé. La conjonctive, c'est une petite membrane qui recouvre la sclère en périphérie. C'est le blanc de votre œil, en fait, la conjonctive. On va évaluer CA, c'est la chambre antérieure. Donc, en fait, c'est la zone remplie d'humeur aqueuse entre la cornée et l'iris. Et puis ensuite, vous avez le cristallin. Donc ça, c'est des choses qu'on voit à la lampe à fente. Donc, on a dit dans l'examen la mesure de l'acuité visuelle. Ensuite, l'examen à la lampe à fente. Ensuite, vous avez la pression intraoculaire. Alors, la pression intraoculaire, en fait, ça permet d'évaluer la tension qui règne dans l'œil. C'est comme, en fait, votre œil, c'est comme un ballon de foot ou un ballon de rugby. Il y a une tension qui s'exerce dedans. Vous voyez, le ballon de foot, il peut être plus ou moins gonflé, plus ou moins mou. Et ben, c'est exactement pareil pour l'œil. Et on a besoin de savoir comment il est gonflé finalement. Ça, il y a deux techniques un peu pour mesurer la pression intraoculaire. Soit on envoie un petit jet d'air sur l'œil et ça nous permet d'évaluer cette pression grâce à une machine. Première possibilité, donc la tonométrie à air. Donc tonométrie, c'est mesure du tonus, simplement. Et deuxième technique, c'est par aplanation. Donc là, on va aller au contact de l'œil, et puis après avoir mis une goutte anesthésiante, et suivant une technique, ça nous permet de savoir quelle est la pression intraoculaire. Donc deux types de techniques de mesure de pression intraoculaire, soit à air, soit à aplanation. Voilà, mais là, la chose essentielle, c'est de savoir que la pression intraoculaire, c'est un paramètre clinique hyper important en ophtalmo. Alors, donc, toujours dans l'examen ophtalmo, on a dit l'acuité visuelle, on a dit l'examen à la lampe à fente,
on a parlé de la pression intraoculaire. Étape d'après, on va regarder la partie arrière de l'œil, qu'on appelle le fond d'œil. Alors ce fond d'œil, pour bien le voir, en général, on met des gouttes pour dilater la pupille. Donc, ça va entraîner une mydriase. Donc c'est soit du mydriaticum ou de la néosinéphrine. Voilà, c'est des gouttes qui permettent de dilater les pupilles et ça va nous permettre de bien examiner l'intérieur de l'œil. Alors, pour examiner l'intérieur de l'œil, on a absolument besoin d'une lentille, une sorte de super loupe qui va nous permettre de voir à l'intérieur de l'œil. Voilà, donc c'est la Volk, la petite lentille que vous avez en photo sur les diapos. Alors, ce fond d'œil, il peut se faire sans contact. On peut aussi être amené à poser un verre sur l'œil. Ça nous permet de mieux voir certains détails. Voilà, donc là, typiquement, vous avez une photo de ce qu'on appelle le pôle postérieur, c'est-à-dire la partie de la rétine centrale. Alors, en blanc, le petit rond blanc d'où partent les vaisseaux, c'est ce qu'on appelle le nerf optique, c'est la papille optique. Donc, c'est la zone visible du nerf optique en intraoculaire. Le nerf optique, je vous rappelle, c'est le câble qui relie l'œil au cerveau. Voilà, donc le nerf optique, structure importante. Ensuite, vous avez les vaisseaux. Et puis, bien au centre, là, ce qui est au centre de la photo, ce qu'on appelle la macula, donc qui est responsable de la vision centrale. Ok, donc ça c'était toute la partie clinique. Donc je vous redis, acuité visuelle, examen à la lampe à fonte, pression intraoculaire et fond d'œil. C'est les 4 étapes qu'on a systématiquement chez les patients qu'on examine en ophtalmo. Alors, après viennent les examens complémentaires. En ophtalmo, on a énormément d'examens complémentaires. La première, on va les détailler un petit peu. Ici, c'est un exemple de vision des couleurs. Dans certaines pathologies, il y a des troubles de vision des couleurs. Donc, on fait classer les patients sur différentes palettes de couleurs. Et puis, ça nous permet de voir s'ils voient bien les couleurs ou pas. Voilà. Ensuite, autre examen important, c'est l'examen du champ visuel. On a besoin de savoir si les gens voient bien en périphérie ou pas. Donc vous avez la photo du haut, c'est un champ visuel de confrontation, c'est-à-dire que vous vous mettez en face du patient et puis avec vos mains vous allez sur le côté et puis quand vous voyez et que il faut voir quand vous voyez si lui voit bien aussi. Grosso modo c'est ça. Donc ça permet de faire un examen de champ visuel rapide et assez grossier. Et puis après on a deux autres types de champs visuels. Un champ visuel automatisé et puis un qui ne l'est pas. Voilà, mais globalement retenez qu'on fait des champs. Examiner le champ visuel, c'est important en ophtalmo pour voir s'il y a des amputations du champ visuel, s'il y a des morceaux où il ne voit pas. Ça, c'est important. Notamment dans le glaucome, ça on le verra un peu plus tard. Voilà. Alors, autre examen complémentaire, c'est l'étude du film lacrymal. Donc là, on est au niveau de la partie avant de l'œil, au niveau du segment antérieur. On se met en lumière bleue, c'est pour ça que c'est un peu fluorescent. Et puis on met une goutte de fluorescéine. La fluorescéine, c'est un colorant en fait, simplement. Donc là, vous avez la photo, on a mis une goutte de fluorescéine, on est en lumière bleue. Et puis on va regarder comment cette fluorescéine se répartit. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est quand il y a une accroche, quand on voit que c'est fluo, on parle de fluo plus, donc avec des petits points par exemple qui apparaissent fluo plus, c'est des signes de sécheresse. Et puis on peut aussi mesurer le temps de rupture du film lacrymal. C'est en grosso modo le temps où la fluorescéine se lave, et bien ça nous permet d'avoir une indication de sécheresse oculaire. Voilà. Donc, mesure du film lacrymal étude du film lacrymal grâce à la fluorescéine. Alors, chez les patients qui ont des yeux secs, on a besoin de savoir si c'est un problème de qualité de larmes ou de quantité de larmes. C'est-à-dire s'ils n'en produisent pas assez ou si les larmes qu'ils produisent sont de mauvaise qualité. Et ça, un des moyens de le savoir, c'est de faire ce qu'on appelle le test du Schirmer. Donc en fait, c'est du papier buvard qu'on va coincer au niveau de la paupière inférieure. Voilà. Donc si c'est des patients qui ont peu de larmes, en fait le buvard va peu absorber puisqu'il n'y a pas grand-chose à absorber. Et donc c'est un signe de sécheresse oculaire par déficit quantitatif de larmes. Voilà, donc test de Schirmer. Vous verrez dans les pathologies, c'est notamment dans la maladie de Gougerot, c'est une pathologie qui fait des yeux, un déficit de sécrétion lacrymale. C'est un exemple assez classique.
Voilà, donc film lacrymale. Toujours dans les examens complémentaires, là vous avez des photos de différents examens complémentaires qu'on peut faire en ophtalmo. La photo du haut, c'est une échographie. C'est une échographie de l'œil. Donc on est la partie à gauche, c'est la partie avant, la partie à droite, c'est la partie arrière de l'œil. Cette échographie oculaire, elle nous est utile, par exemple, quand ça saigne dans l'œil, pour voir si la rétine est bien comme il faut. Ça nous est utile aussi, par exemple, en cas de tumeur intraoculaire, pour voir l'aspect de la tumeur. Voilà, donc échographie oculaire. La photo juste en dessous, donc qui est au milieu, c'est ce qu'on appelle un OCT. OCT, c'est en une imagerie en cohérence optique. Tomographie, pardon, en cohérence optique. Voilà. Tomographie, donc tomographie, ça veut dire que c'est simplement une image en coupe. Donc on fait des coupes, en fait c'est une photo en coupe de la rétine. Donc ça c'est une photo en coupe normale. On passe par la macula, la petite dépression centrale là, c'est la dépression fovéolaire, c'est-à-dire on est au niveau de la macula. Et puis vous voyez bien là toutes les couches de la rétine qui apparaissent sur différentes teintes de gris. Donc vous avez la rétine en supérieur et puis en dessous, on devine en dessous ça sera la choroïde, puisque la rétine repose sur la choroïde. Voilà, donc échographie, OCT, de la rétine du nerf optique. Et puis on peut aussi faire ce qu'on appelle des angiographies. Alors l'angiographie, qu'est-ce que c'est? L'angiographie, ça nous permet d'étudier la vascularisation de la rétine. Donc on va injecter un colorant au niveau de la veine du bras du patient, et puis on va faire des photos du fond d'œil. Et en fait, le, le produit qui a été injecté dans la veine va aller au niveau des vaisseaux, enfin, de la circulation sanguine, et puis va aller au niveau de l'œil, et puis donc la répartition du colorant dans les vaisseaux, sa rapidité d'arrivée au niveau de l'œil, etc. C'est important pour étudier les pathologies rétiniennes et choroïdiennes. Voilà. Donc retenez qu'on peut faire des angiographies en ophtalmo. Alors, ça c'était ce qu'on a décrit là, c'était des examens qui étaient faits uniquement en ophtalmologie, mais alors vous comprenez bien aussi que on peut être amené à faire des examens un peu plus larges, notamment radio, scanner orbitaire ou IRM, euh, pour étudier au niveau anatomique ces différentes structures, notamment orbitaires. Donc orbite, c'est en arrière, enfin, c'est le cadre orbitaire, donc il y a l'œil dedans, mais pas que. Vous avez le nerf optique, les muscles oculomoteurs. Voilà, donc là on a fait, dans un premier temps on a vu l'anatomie, ensuite on a vu l'examen en ophtalmologie, et puis maintenant on va parler un peu de pathologie en ophtalmologie. Donc la cataracte. Alors la cataracte, ça je vous l'ai déjà dit, c'est une opacification du cristallin qui est responsable d'une baisse d'acuité visuelle. Donc opacification du cristallin, responsable d'une baisse d'acuité visuelle. Je vous rappelle, hop, où est le cristallin? C'est cette lentille biconvexe qu'on a déjà décrite, et donc qui s'opacifie. Donc là, vous avez des photos de cataracte chez l'adulte. Sur la photo de gauche, vous voyez très bien l'aspect blanchâtre qui n'est pas habituel, qui correspond à une cataracte. Donc ça vous montre bien ce que c'est. Donc cataracte égale opacification du cristallin. Et puis une autre photo, là vous avez la fente lumineuse qui montre bien que le cristallin est pas tout à fait clair. Voilà. Alors, quelques données épidémiologiques. La cataracte est la première cause de cécité dans le monde. Elle représente plus de 600 000 interventions chirurgicales par an, donc vous voyez c'est extrêmement fréquent. C'est la première chirurgie en France. Et puis, donc, principal facteur de risque de développer une cataracte, c'est d'être vieux. Donc, c'est en lien avec le vieillissement de la population, cette épidémiologie. Comment ça se manifeste? Alors, un patient qui a une cataracte va développer une baisse d'acuité visuelle progressive, unie ou bilatérale, en vision de loin puis en vision de près. Ça peut donner aussi de la photophobie, c'est-à-dire de la gêne à la lumière,
Une diplopie monoculaire, ça veut dire une vision double. Quand de l'œil atteint de la cataracte, le patient voit double. Ça peut donner aussi ce qu'on appelle une myopie d'indice, c'est-à-dire que les patients vont se myopiser à cause de ce cristallin qui s'opacifie, simplement. Alors, ici vous avez une photo euh, d'une cataracte à gauche, la cataracte blanche à gauche, et à droite de l'observateur à la lampe à fente. Donc le diagnostic, il est clinique, et on fait donc un examen à la lampe à fente. Après dilatation pupillaire, là vous voyez, on est en mydriase, la pupille est toute dilatée. Alors, en termes d'étiologie, alors la principale cause de cataracte, c'est l'âge. Plus on est vieux, plus on a de chances de faire une cataracte. Alors ensuite, il y a aussi des cataractes qui sont liées à des traumatismes. Il y a des cataractes qui sont liées à des pathologies oculaires, comme les uvéites. L'uvite, c'est une inflammation de l'œil. La myopie forte ou la RP, c'est rétinite pigmentaire, c'est une maladie génétique. On a des cataractes qui sont liées à des chirurgies oculaires, notamment glaucome, greffe de cornée, vitrectomie. Il y a des cataractes qui sont liées à des pathologies générales, notamment les patients diabétiques vont développer des cataractes, les patients atopiques, c'est-à-dire qui ont des allergies, myopathie, trisomie 21, tout ça c'est des causes de cataractes. Au niveau iatrogène, les corticoïdes, l'utilisation de corticoïdes, que ce soit en gouttes ou par voie générale, ça entraîne, c'est une des causes de cataracte. Et puis donc il y a des formes congénitales de cataracte, c'est-à-dire des enfants, des nouveau-nés qui naissent avec des cataractes, donc des cristallins déjà opacifiés. Bon, alors, comment est-ce qu'on traite une cataracte? Alors, la seule solution qu'on a, c'est la solution chirurgicale. Il n'y a pas d'autre moyen de traiter une cataracte. Il n'y a pas de gouttes, pas de traitement médical qui permettent de la prendre en charge. Donc, c'est obligatoirement une prise en charge chirurgicale. Donc, le cas le plus fréquent, c'est des patients dont on s'occupe en ambulatoire. Donc ils arrivent le matin, ils partent en début d'après-midi. Et ça se fait sous anesthésie locale, c'est-à-dire qu'on fait uniquement avec des gouttes qui endorment la surface de l'œil. Éventuellement, on leur met un produit qui les détend un peu, mais ça peut se faire sous anesthésie topique pure, donc uniquement des gouttes qui endorment l'œil. C'est une intervention qui dure une vingtaine de minutes et qui consiste à enlever l'intérieur du cristallin par phacoémulsification. C'est des ultrasons qui vont permettre ce sont des ultrasons qui vont permettre de manger ce cristallin. On enlève le cristallin, on garde le sac du cristallin, c'est-à-dire on enlève le contenu mais on garde le contenant. Et puis on injecte un implant à l'intérieur. Donc là vous avez la photo de l'implant qu'on injecte à l'intérieur de l'œil. Voilà. L'indication, c'est donc selon la gêne fonctionnelle, et en général on opère les gens quand ils ont une acuité visuelle qui est inférieure ou égale à 6 dixièmes. Alors, au niveau des suites opératoires, c'est une opération qui se passe bien. Dans 95% des cas, on a de bons résultats. Ça permet une récupération fonctionnelle en vision de loin et ou de près en quelques jours. On peut reprendre rapidement les activités. Et puis, ça nécessite un traitement post-opératoire, antibiotique et anti-inflammatoire pendant 1 mois. Alors, on va parler quand même un peu des complications de chirurgie de cataracte. Alors, les principales complications péropératoires, c'est ce qu'on a, on a la rupture de la capsule postérieure. Donc, je vous ai dit, la chirurgie de cataracte, elle consiste à ouvrir la partie avant du cristallin, à vider le contenu du sac cristallinien, et puis à mettre un implant dans ce sac cristallinien. Ce qui peut se passer en cours d'intervention, c'est que le sac se casse dans sa partie arrière, ce qu'on appelle une rupture de capsule postérieure. Et là, il peut y avoir des morceaux de cristallin qui tombent plus en arrière dans l'œil, ou simplement si le sac cristallin est abîmé avec une rupture, et ben ça arrive qu'on ne puisse pas mettre l'implant que vous voulez mettre dans le sac. Voilà. Donc, péropératoire, la rupture de capsule.
Quand la capsule se rompt, on peut avoir une issue de vitrée, hein, donc le gel qui remplit la partie arrière de l'œil qui arrive dans la partie avant de l'œil. Et puis, on peut avoir aussi effectivement du coup la luxation postérieure, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est des morceaux de cristallin qui tombent dans la partie arrière de l'œil. Voilà, donc complications péropératoires. Complications ensuite post-opératoires. Alors là, c'est la complication qu'on redoute, qui est extrêmement grave, c'est l'endophtalmie. L'endophtalmie, c'est l'infection de l'œil, hein, l'infection à l'intérieur de l'œil. Et ça, c'est grave quand ça arrive. On doit hospitaliser les patients, on doit faire des prélèvements à l'intérieur de l'œil, on doit injecter des antibiotiques à l'intérieur de l'œil. Et en général, le pronostic fonctionnel visuel, il est assez mauvais. Donc, endophtalmie, alors c'est rare, hein, mais quand ça arrive, c'est un peu la cata. Voilà. Donc on a plein de mesures, hein, pour prévenir cette endophtalmie. Donc il va y avoir surtout la désinfection avant l'opération. En péropératoire, donc effectivement tout est fait en stérile. Et puis on met un antibiotique en intraoculaire en fin d'intervention. Et puis les patients, ils ont des gouttes à mettre pendant un mois après l'opération. Et puis on a un suivi régulier, hein, qui permet de détecter précocement des signes justement d'endophtalmie. Voilà. Alors post-opératoire précoce, toujours dans les complications, on peut avoir un œdème de cornée ou une inflammation intraoculaire. Et puis post-opératoire tardif, on a donc glaucome, décollement de rétine, et puis donc l'opacification capsulaire postérieure. Donc je vous ai dit, on met un implant dans un sac, et ce sac, il s'opacifie. Vous avez là à gauche la photo, hein, on voit l'aspect orangé, vous voyez les choses qui sont déposées sur l'implant, ça c'est pas normal et ça fait baisser la vision. Et donc on fait une séance de laser pour ouvrir cette capsule postérieure. Et vous voyez là, c'est la zone où on a fait le laser, c'est les flèches jaunes. Vous avez la partie centrale qui est plus noire, qui est la zone qui est du coup libre dans l'axe optique où le patient peut mieux voir. Alors ça c'est une infection, la photo, là c'est une grosse infection. Ok, donc ça c'était tout le chapitre cataracte, hein. Donc je vous rappelle, dans le plan, on a vu en 1 l'anatomie, en 2 l'examen clinique, en 3 on est dans les pathologies, et dans les pathologies on a vu déjà la cataracte, et puis maintenant on passe au glaucome chronique, et on verra la DMLA ensuite. Donc glaucome chronique, à quoi ça correspond? Alors ça c'est une pathologie qui est un petit peu plus difficile à comprendre que la cataracte. Donc un glaucome c'est quoi? C'est une destruction progressive du nerf optique sous l'influence de plusieurs facteurs de risque, dont le plus fréquent est l'hypertonie oculaire. Autrement dit, quand il y a trop de tension dans l'œil, ça abîme le nerf optique, et quand on abîme le nerf optique, ça fait un glaucome. Voilà. Alors, il y a différents types de glaucome. Il y a des glaucomes chroniques à angle ouvert, à angle fermé. Ça, on verra ensuite. Donc, la forme la plus fréquente de glaucome, c'est le glaucome chronique à angle ouvert. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un problème de filtration d'humeur aqueuse au niveau du trabéculum. Alors, un peu d'épidémiologie par rapport au glaucome. Donc, c'est une maladie fréquente. Ça représente 1 à 2% de la population de plus de 40 ans. Donc, vous voyez, c'est extrêmement fréquent. C'est 4% des plus de 80 ans. C'est la deuxième cause de cécité dans les pays développés. Donc en 1, c'est la DMLA, en 2, le glaucome, en 3, le diabète, en 4, la cataracte. En France, ça représente qu'il y a 800 000 patients qui sont suivis pour ça. Et alors qu'en réalité, il y a 1 500 000 glaucomateux. Donc c'est extrêmement fréquent. Et c'est la troisième cause de cécité dans le monde, après la cataracte et le trachome. Alors, quelques mots sur les facteurs de risque de glaucome. Premier facteur de risque, c'est l'hypertonie oculaire. Deuxième facteur de risque, c'est génétique. Des antécédents familiaux de glaucome, ça prédispose à en avoir un soi-même. Et chez les patients qui sont mélanodermes, c'est aussi un facteur de risque. L'âge est un facteur de risque. Diabète, hypertension et facteurs de risque cardiovasculaire sont à risque de glaucome. Myopie forte et corticoïde. Voilà, donc facteur de risque, le majeur, c'est l'hypertonie oculaire, mais c'est de loin pas le seul. Alors, donc, la chose principale à retenir, c'est que les patients qui ont un glaucome, ils sont asymptomatiques. Ça ne leur fait rien. Ils n'ont pas mal, ils n'ont pas de baisse de vue.
Donc, les trois principaux signes de la maladie du glaucome sont 1. L'élévation pathologique de la pression intraoculaire, mais c'est pas parce qu'il y aura une hypertonie oculaire qu'il y a un glaucome, et c'est pas parce qu'il y a un glaucome qu'il y a forcément une hypertonie oculaire, hein, donc c'est un des signes, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, il y a l'élargissement de l'excavation de la papille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit, on a déjà vu au niveau de la photo du fond d'œil qu'il y a le nerf optique. On voit le nerf optique. Et ce nerf optique, en fait, il s'excave, il peut s'excaver dans le glaucome. Et donc ça, c'est un des signes qu'on va regarder. Donc l'aspect de la papille, c'est-à-dire la papille, c'est c'est la tête du nerf optique. Ben ça, c'est un élément important. Et puis au niveau, donc ça c'est au niveau anatomique, hein, une atteinte anatomique du nerf optique. Et puis, une atteinte fonctionnelle de ce nerf optique. Le nerf optique, il sert à quoi? Il sert à voir en périphérie. Donc, des altérations du champ visuel. Donc ça, c'est l'atteinte fonctionnelle du nerf optique, dont la sévérité est parallèle à l'atteinte du nerf optique. Voilà. Mais donc, retenez que le glaucome, c'est asymptomatique, donc ça fait pas mal, ça fait pas de perte de vue. Ça, voilà, c'est assez insidieux. Les trois éléments importants, c'est la pression intraoculaire, l'aspect du nerf optique, et puis l'aspect anatomique du nerf optique, et puis l'aspect fonctionnel du nerf optique, c'est-à-dire l'examen du champ visuel. Voilà, donc le bilan clinique euh, de, d'un glaucome, c'est quoi? Un glaucome primitif à angle ouvert, c'est, on l'a dit, la mesure de la pression intraoculaire, l'étude de la papille et l'examen du champ visuel. Donc là, vous avez une photo de ce que ça peut donner. C'est des gens qui ont un glaucome très très avancé. On va avoir une réduction progressive du champ visuel et une vision, ce qu'on appelle une vision tubulaire. Hein, donc il n'y a que la vision centrale qui est conservée et la périphérie, ben, il n'y a plus rien. On ne voit plus. Mais ça, c'est une forme très très avancée. Alors, comment est-ce qu'on traite le glaucome? Le principal facteur de risque, le principal élément sur lequel on peut agir dans le glaucome, c'est la pression intraoculaire. Donc, l'objectif, c'est de diminuer la pression intraoculaire pour éviter que ça s'aggrave. Le traitement, il va être à vie, et puis on va prendre en charge les facteurs de risque généraux. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans le glaucome, hein, c'est que c'est une atteinte du nerf optique, avec une perte en fibre progressive, mais ça veut dire aussi que tout ce qui est perdu n'est pas récupérable. Hein. Donc, le glaucome, la seule chose qu'on peut faire, c'est de bloquer l'évolution. Par contre, on ne pourra pas revenir en arrière. Hein. Donc, tout ce qui est perdu est perdu. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour baisser la pression intraoculaire? Alors, on a différentes solutions. Le traitement le plus classique, c'est un traitement par collyre, hein, donc des gouttes hypotonisantes qui vont baisser la pression. On a des possibilités de faire du laser. On a la possibilité d'opérer, ce qu'on appelle des chirurgies filtrantes. Il y en a deux types, la sclérectomie profonde et puis la trabéculectomie. On a aussi la destruction du corps ciliaire. Et puis donc, il y a toute une part préventive de dépistage de masse après 40 ans de ce glaucome. Voilà, donc ça c'est objectif, baisser la pression intraoculaire. Donc là vous avez les différentes classes thérapeutiques de gouttes hein, dans les traitements hypotonisants locaux, c'est-à-dire les gouttes. On a qui améliore le passage de l'humeur aqueuse, les prostaglandines, les alpha-2 mimétiques et les myotiques. Donc ça, on augmente la résorption d'humeur aqueuse. Et l'autre possibilité, c'est de diminuer la sécrétion d'humeur aqueuse. Ça, c'est les bêta-bloquants, les alpha-2 mimétiques aussi, et les inhibiteurs d'anhydrase carbonique qui vont aider à ça. Voilà, donc ça, c'est les différentes classes thérapeutiques de traitement hypotonisant en utilisant l'ophtalmo. Voilà, donc je vous rappelle au niveau du plan, on a fait anatomie, on a fait examen clinique, enfin examen en ophtalmologie avec l'examen clinique, les examens complémentaires. Ensuite, on est dans les pathologies. Dans les pathologies, on a vu la cataracte. Là, on vient de voir le glaucome. Et maintenant, on va voir la DMLA. Alors, la DMLA, qu'est-ce que c'est? C'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, qu'est-ce que c'est que la DMLA? C'est une maladie dégénérative rétinienne chronique, évolutive
et invalidante qui débute après l'âge de 50 ans. Elle atteint de manière sélective la macula en provoquant une dégénérescence des cellules. Alors, au niveau des formes cliniques, on a une forme précoce de la DMLA qui s'appelle la maculopathie liée à l'âge, qui correspond à la présence de drusènes. Les drusènes, c'est des petits dépôts de matériel sous la rétine. Je vous montrerai des photos juste après. Et puis vous avez une forme évolutive, enfin deux formes évolutives. La forme atrophique. Donc la forme atrophique, c'est une évolution lente avec une baisse d'acuité visuelle progressive mais inéluctable et on n'a pas de traitement pour la DMLA atrophique. Et il y a une forme qu'on dit exsudative où il y a de l'exsudation, donc une sorte d'œdème qui se forme dans la rétine à cause de la présence de néovaisseaux dans la choroïde et ça donne des baisses d'acuité visuelle plus brutales. Mais par contre là on a un traitement à proposer. Voilà, donc dans la DMLA, la forme précoce, maculopathie liée à l'âge avec la présence de drusènes au fond d'œil au niveau de la macula. Et puis deux formes évolutives de DMLA, la forme atrophique qui évolue lentement mais pour laquelle on ne peut rien faire, et la forme exsudative qui, elle, évolue plus rapidement avec de l'exsudation, c'est-à-dire du liquide qui se forme dans la rétine, et à cause de néovaisseaux choroïdiens, et chez qui on peut traiter et on le verra par des injections à l'intérieur de l'œil. Cliniquement, les patients, ils se plaignent de quoi dans les formes débutantes? Il y a deux signes cliniques ophtalmologiques importants dans la DMLA qui nous évoquent une atteinte maculaire. C'est en un ce qu'on appelle les métamorphopies. Alors les métamorphopies, ça traduit en fait une déformation des lignes. Donc vous avez des lignes qui sont un quadrillage normalement comme représenté. Et en fait, les patients qui ont la DMLA, et ben, vous voyez, ils voient tout déformé, comme les photos juste en dessous. Donc ça permet ce qu'on appelle la grille, les carreaux, ce qu'on appelle la grille d'Amsler. Et cette grille d'Amsler, elle permet aux patients de faire de l'autosurveillance. Donc ils cachent un œil après l'autre, ils regardent cette grille et ils voient si c'est déformé ou pas. C'est un signe de DMLA. Deuxième atteinte, la photo elle explique bien ce que c'est. C'est ce qu'on appelle un scotome. Un scotome, c'est une zone où on ne voit plus. Et donc dans la DMLA, on a des scotomes centraux. Et donc vous voyez bien les têtes des deux petits garçons. Et ben, au centre de la vue, le patient il ne voit plus. Voilà. Et puis ça peut aussi faire de la diminution des contrastes. Voilà, donc scotome et métamorphopsie, hein, c'est deux éléments cliniques fonctionnels de la DMLA. Voilà. Alors, je vais vous montrer des photos pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Ça, c'est une photo d'un fond d'œil normal. Hein, donc, je répète, on a le nerf optique, c'est le petit rond blanc sur le côté, d'où partent des vaisseaux, et puis au centre de la rétine, c'est ce qu'on appelle la macula. Donc, on a dit il y a différentes formes de DMLA. Première, je vous ai dit, on a parlé de MLA, maculopathie liée à l'âge. Donc c'est la formation de drusènes. Les drusènes, c'est les petits dépôts blanchâtres que vous avez là répartis un peu partout. Hein. Ça, c'est des drusènes, c'est du matériel sous-rétinien qui est présent. Donc premier exemple. Deuxième exemple, là on est vraiment au centre. Là c'est vraiment la zone maculaire, donc des dépôts blanchâtres, ce qu'on appelle des drusènes. Alors, un petit mot par rapport au traitement préventif dans la DMLA. Donc la DMLA, c'est une maladie multifactorielle. Et c'est la question de comment lutter contre les facteurs de risque. Donc le facteur de risque de la DMLA, c'est l'âge, ça on peut rien faire. L'atteinte génétique, on peut rien faire. Il y a tabac, obésité, HTA, et régime pauvre en vitamines et antioxydants. En fait, les patients qui ont la DMLA, on va leur conseiller, enfin qui sont au stade de MLA, on va leur conseiller, mais même au stade de DMLA, de prendre des compléments alimentaires. Voilà. Donc il y en a plein. Voilà. Hein, mais c'est ça, en traitement préventif, c'est des compléments alimentaires. Donc on a vu le stade MLA, c'est-à-dire maculopathie, avec la présence des drusènes.
Étape d'après, on a dit donc deux formes, la DMLA exsudative et la DMLA atrophique. Donc ça, c'est une photo de DMLA exsudative. Donc on voit au niveau de la macula, il y a une petite hémorragie. Alors je vous montre la photo avec les explications. Donc il y a l'hémorragie là en rouge. Il y a des remaniements de l'EP. L'EP, c'est l'épithélium pigmentaire, c'est une des couches de la rétine simplement. Et puis il y a des exsudats. Là, c'est une photo, c'est un patient qui a eu une angiographie à la fluorescéine, hein. C'est ce patient qui, est, qui a une DMLA. Et donc on voit, hein, la zone blanchâtre, c'est la zone où il y a du colorant qui y est allé. Et ça manifeste la présence d'un néovaisseau. Donc dans la DMLA exsudative, il y a des petits vaisseaux choroïdiens qui se forment, qui ne devraient pas être là. Et comme c'est des néovaisseaux et qui n'ont pas des caractéristiques de vaisseaux normaux, et ben en fait ils exsudent. Donc il y a du liquide qui sort de ces vaisseaux et qui abîme la rétine, qui fait une sorte d'œdème de la rétine et qui est responsable de la baisse de vue. Vraiment, vraiment pas le même. Donc il y a des remaniements, il y a de l'eau qui est formée, voilà. Donc ça, c'est à cause de petits vaisseaux au niveau de la choroïde qui exsudent que ça donne un aspect comme ça. Et là, vous comprenez bien que la vision centrale, elle est forcément effondrée. Voilà, donc l'OCT, c'est un élément important dans le suivi de ces patients qui ont une DMLA. Donc autre image, hein, là c'est aussi très très parlant, vous voyez cette grosse plage d'hémorragie euh, qui sont liées à ces petits vaisseaux qui se sont formés. Alors, du coup, on passe à la question du traitement des DMLA exsudatives. En fait, le traitement qu'on a, c'est ce qu'on appelle des anti-VEGF. Le VEGF, c'est un facteur de croissance des vaisseaux. Et donc, d'injecter quelque chose, des anti-VEGF, donc des anti-facteurs de croissance de vaisseaux, à l'intérieur de l'œil, ça permet de, de traiter en partie cette DMLA. Alors, donc, on va faire ce qu'on appelle des IVT d'anti-VEGF. Donc, IVT, c'est injection intravitréenne. Vous avez la photo juste en dessous de ce à quoi ça correspond. Donc, on pique dans l'œil, on injecte un produit qui est un anti-VEGF et qui va pouvoir agir au niveau des vaisseaux, des néovaisseaux choroïdiens qui sont liés à la maladie en empêchant leur activité. En fait. Donc on en a les deux types principaux, hein, c'est le Lucentis et l'Ailea. Et vous avez une photo en pratique de comment ça se passe. Donc nous on a des grosses sessions d'injection intravitréenne, c'est-à-dire qu'on voit à peu près 25-30 patients par demi-journée, et chaque patient a sa piqûre. Alors ça peut être assez impressionnant comme ça, mais en fait ça fait pas mal, hein. On met des gouttes, un traitement anesthésiant local, donc un traitement anesthésiant local. Les mesures de précaution sont les mêmes, hein, que pour une chirurgie, c'est-à-dire qu'on va désinfecter l'œil, on va mettre un champ opératoire. Bon, après c'est un geste, le temps de la piqûre c'est extrêmement rapide, hein, c'est de l'ordre de une ou deux secondes, hein. Donc voilà, les gens avec une bonne anesthésie, c'est absolument pas douloureux. C'est impressionnant mais pas du tout douloureux. Et ça marche, c'est la seule solution qu'on ait en fait, hein. Donc, ça, c'est toujours une photo d'OCT, hein, donc image en coupe de la rétine. Donc, c'est un exemple pour vous montrer l'effet de ces injections. Donc, ça, c'est avant injection et puis après injection. Vous voyez que la rétine est moins gonflée. Voilà. Donc, DMLA exsudative, son traitement repose sur des injections intravitréennes, les IVT, à intervalles très réguliers. Autre forme de DMLA, on en a parlé déjà un petit peu, c'est la DMLA atrophique. Donc la DMLA atrophique, c'est une DMLA où en fait il y a une destruction progressive de la rétine, euh, inéluctable, pour laquelle on n'a pas de traitement, qui évolue lentement. Donc ça, vous avez un aspect au niveau du fond d'œil, et puis toujours l'OCT, hein, l'image en coupe, et vous voyez que la rétine elle est toute amincie, il y a des couches qui manquent. Voilà. Alors comment est-ce qu'on traite la forme atrophique? En fait on n'a pas de traitement. Bon. Du coup on n'a pas de traitement, donc ça veut dire que la zone centrale de la vue se détruit progressivement. On peut donner des compléments alimentaires. Après, voilà, l'étape d'après c'est une prise en charge du handicap visuel. Donc rééducation basse vision, système grossissant. Voilà.
Ok, donc là on a fait le tour des pathologies, des trois grosses pathologies, cataracte, DMLA et cataracte, DMLA et cataracte, DMLA et glaucome. Et maintenant, du coup, on va voir euh, quelques urgences. C'est des choses auxquelles vous pourrez être confrontés. Donc c'est que des photos. Comme ça, vous avez un peu une idée des pathologies qu'on a en ophtalmo. Alors, traumatisme. Donc là, vous avez un patient qui a eu un gros choc au niveau de l'œil et vous voyez que ça a saigné. Donc ce qu'on appelle un hyphéma. Il y a du sang dans la partie avant de l'œil avec un niveau. Ça, c'est post-traumatique. Alors, toujours pouvant être lié à un traumatisme, là vous avez donc une photo de segment antérieur, de cornée. Donc ça, il y a eu un test à la fluorescéine. Vous savez ça, on en avait parlé pour le film lacrymal. Donc c'est une goutte de colorant qu'on met à l'intérieur, enfin sur la surface de l'œil. Et en fait, dans les zones où l'épithélium cornéen, c'est-à-dire la couche la plus superficielle de la cornée, est abîmée, et ben ça prend la fluorescence. Donc ça fait un aspect fluorescent. Donc ça, c'est une érosion cornée. Donc typiquement, c'est l'enfant qui met le doigt dans l'œil de ses parents. Et ben, ça peut donner un aspect comme ça. Donc ça fait mal, c'est pas très grave, ça cicatrise en 24-48 heures. C'est des gens qu'on met sous antibiotiques en gouttes de courte durée, et puis on donne des larmes cicatrisantes. Voilà. Érosion de cornée. Corps étranger cornéen. Donc ça, vous voyez, on est toujours au niveau de la cornée, donc la petite coque transparente, et puis vous voyez qu'il y a un petit dépôt métallique qui est posé dessus. Alors ça, c'est très 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 fréquent, donc notamment chez des gens qui font de la soudure. Voilà. Ça, c'est pas quelque chose de grave. Alors, le principal risque de ces corps étrangers, c'est qu'ils s'infectent, que ça fasse des abcès. Donc il faut absolument les enlever et les enlever il faut les enlever assez rapidement. Autre exemple, un petit corps étranger sous la paupière. Donc ça, vous comprenez, un corps étranger comme ça va frotter sur la surface de l'œil. Donc à chaque clignement de paupière, ça râpe, ça râpe, ça râpe, ça râpe. Donc ça finit par faire mal. Donc ça, c'est pareil, il faut les enlever. Voilà. Donc avec un petit coton-tige, simplement, on va enlever ça. Donc là, on est sous la paupière. La paupière a été retournée, on est juste en dessous. Alors ça, c'est un petit peu plus impressionnant, c'est ce qu'on appelle une plaie perforante de l'œil. Donc par exemple, un patient qui reçoit un morceau de verre dans l'œil, ça peut lui perforer l'œil, simplement. Donc là, vous avez sur la photo, on voit surtout de l'iris qui sort par la cornée. L'iris qui est complètement irrégulière et puis qui vient sortir. Donc ça, c'est des patients qu'on va prendre en charge au bloc opératoire. Il faut fermer l'œil absolument. Le pronostic visuel, il est quand même très variable. La première étape, déjà, c'est de sauver l'œil au niveau anatomique. Et puis ensuite, on voit au niveau visuel ce que ça peut donner. Alors, autre chose. Alors ça, vous serez probablement un tout petit peu plus confronté à ça, c'est les brûlures. Donc c'est des gens qui prennent, quand tu prends quelque chose dans l'œil, c'est-à-dire par exemple de la soude ou un acide, ça fait des brûlures. Et donc là, le seul réflexe à avoir, c'est de laver l'œil. Laver l'œil tout de suite, abondamment. Alors si possible plutôt avec du sérum physiologique, mais s'il n'y a pas de sérum physiologique, il faut faire à l'eau. Il faut laver, 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 laver. Donc vraiment, et puis envoyer chez l'ophtalmo pour un examen rapide. Alors, autre pathologie assez fréquente, ça probablement que vous en avez déjà eu, c'est la conjonctivite. Alors la conjonctivite, c'est un œil rouge qui fait pas mal sans baisse d'acuité visuelle. Conjonctivite, il y a plein de causes. Ça peut être viral, bactérien, allergique, toxique, il y a une sécheresse. Voilà. Conjonctivite, c'est classique. Les uvéites, alors je vous en ai parlé une seule fois là dans tout le topo. Qu'est-ce que c'est une uvite? Une uvite, c'est une inflammation à l'intérieur de l'œil. C'est responsable d'œil rouge, douloureux, avec baisse d'acuité visuelle. Donc là, la photo, c'est une photo de la partie avant de l'œil, c'est la cornée en fait. On devine la pupille et puis l'iris juste en arrière. En fait, là, c'est des dépôts rétrocornéens, donc juste en arrière de la cornée, qui signent une inflammation intraoculaire. Donc, les uveites, il y a plein de causes possibles. Ça se traite par anti-inflammatoire. Et puis, il faut faire un bilan en médecine interne pour voir s'il y a une maladie sous-jacente qui se manifeste par une inflammation de l'œil. Alors, l'endophthalmie post-opératoire, ça je vous en ai parlé dans les complications de chirurgie de cataracte. C'est donc une complication qu'on redoute de façon majeure.
Donc c'est une infection à l'intérieur de l'œil à la faveur d'un germe qui est rentré pendant l'intervention. Donc comment ça se présente? Ben, c'est des gens qui vont avoir un œil rouge, douloureux, inflammatoire. Et là, vous voyez la petite bande blanche qui est en chambre antérieure, avec le niveau là en inférieur. Ben, ça, c'est ce qu'on appelle un hypopion. Et un hypopion, donc c'est Hypopion, ça correspond, c'est un peu l'équivalent de du pu à l'intérieur de l'œil. Voilà. Donc ça, je vous l'ai dit, hein, c'est des patients qu'on va hospitaliser, on va prélever, on va faire des prélèvements dans la partie avant de l'œil et dans la partie arrière aussi possiblement, puis injecter des antibiotiques. Alors, ça c'est un autre exemple, donc une kératite. Une kératite, c'est une inflammation, une infection de la cornée. Hein, la cornée, donc c'est le capot qui est transparent, qui est tout devant, je vous le rappelle. Et ça, bon, c'est assez joli hein, quand c'est viral, donc lié à l'herpès, ça peut prendre un aspect en feuille de fougère, ce qu'on appelle un aspect dendritique, hein, des dendrites. Donc ça, c'est toujours un test à la fluorescéine. Hein, on a mis une goutte de fluorescéine et puis ça, dans les zones où l'épithélium est abîmé, ça accroche la fluo. Alors, pathologie, alors c'est pas grave du tout, mais c'est assez impressionnant et c'est fréquent. C'est l'hémorragie sous-conjonctivale. En fait, ça saigne sous la conjonctive et ça fait cet aspect-là. Ça, c'est pas grave du tout, hein, ça fait pas mal, c'est pas grave, il n'y a rien à faire, ça part tout seul en une quinzaine de jours. La cause principale d'hémorragie sous-conjonctivale, c'est un petit pic de tension artérielle. Puis l'autre cause, c'est un petit pic de tension. L'autre cause, pardon, c'est un traumatisme, un choc dans l'œil, ça peut donner ça. Voilà. Et puis, donc, autre et dernière pathologie, c'est l'abcès de cornée. Alors, ça, c'est un petit moment prévention. La principale cause des abcès de cornée, c'est le port de lentilles de contact. Donc, les personnes parmi vous qui ont des lentilles de contact, eh ben, c'est hyper important de respecter les consignes de port, c'est-à-dire que vous ne les portez pas plus de 10 heures dans la journée. Il faut ne jamais dormir avec, ne jamais dormir avec, ne jamais aller à la piscine avec, ça c'est interdit. Il faut bien les nettoyer avec du produit adapté. Ne pas prolonger le port d'une lentille, hein. Si vous avez des lentilles qui sont mensuelles, il faut surtout pas les faire durer plus d'un mois. Hein, ça c'est interdit. Il faut donc bien se laver les mains avant, après quand vous les enlevez. Bien masser la lentille aussi quand vous l'avez dans le creux de la main. Quand vous l'enlevez, vous mettez du produit, vous la massez avant de la mettre dans votre boîtier. Les boîtiers, c'est un boîtier par mois. Il faut bien que le boîtier soit propre. Il faut faire tout ça normalement, toutes les manipulations, en dehors d'une pièce d'eau. Hein. Donc faites pas ça dans votre salle de bain. Donc vous lavez les mains dans la salle de bain, mais après vous allez dans votre chambre pour mettre la lentille. Voilà, moment prévention. Donc là c'est un abcès de cornée. Donc vous voyez un abcès de cornée, c'est un infiltrat blanc au niveau de la cornée. Ça c'est une infection, c'est grave, ça nécessite une hospitalisation. Et puis le risque c'est que ça s'étende à l'intérieur de l'œil. Et là le pronostic visuel il est quand même pas terrible. Voilà, bah, merci pour votre attention.